Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans Howdy Mavs, le podcast en français sur les Dallas Mavericks. Je m'appelle Barnabé et je suis super content aujourd'hui parce qu'on a décidé de faire une émission un peu spéciale, une émission un peu rétro pour aller revisiter l'histoire récente des Mavs, notamment les 5 à 6 dernières saisons où Luka a vraiment fait changer les Mavs de dimension. Alors avant tout, n'oubliez pas de vous abonner sur votre podcast audio préféré. Vous pouvez aussi vous abonner sur YouTube ou alors même sur Instagram pour nous suivre. Et puis, quand la saison va redémarrer, on sera là bien plus souvent que maintenant. Là, c'est un petit peu un épisode hors série où on a envie de revisiter le passé récent et puis de se remémorer des bons moments qu'on a eus avec notamment Luka Doncic. Donc, pour m'accompagner aujourd'hui, comme d'habitude, je suis avec Quentin. Salut Quentin. Salut Ban, salut tout le monde. J'espère que vous allez bien, que les vacances se sont bien passées. Perso, j'ai déjà hâte que la saison elle reprenne, comme tu l'as dit, pour qu'on puisse proposer un peu plus de contenu. Mais bon, en attendant, on profite quand même d'avoir des nuits entières pour ceux qui vivent en Europe et qui auront des nuits coupées par la suite. Donc en attendant, voilà, on profite. Mais vraiment content de vous retrouver pour reparler un peu de ce passé qui est pas si lointain, mais qui rappelle déjà des très bons souvenirs. Et puis Nico, tu es avec nous aussi. Salut Nico. Ouais, salut Bernab, salut Quentin, salut tout le monde. Ben, ravi aussi de reprendre le service un peu, ça faisait longtemps. Ça fait plaisir de faire cette émission spéciale sur Luka, notamment. Je le disais, je me sens un peu, je suis pas à fond aujourd'hui, je ne suis un peu comme Jordan dans le flu game à Utah. Il faut Voilà, tu fais juste, un petit revival de 2020 en fait. exactement, ouais. Vraiment, on va pas filer une pizza avariée, ni empoisonnée, juste le Covid. Mais écoute, je suis avec vous, je suis ravi d'être avec vous, c'est ce qui est le plus important. On va en parler. On va en parler de 2020. On va revenir un peu sur les deux premières saisons de notre ami Luka Doncic aux Mavs. En fait, ce qu'on a décidé de faire, c'est de faire un triptyque, hein, trois émissions, et on va se replonger sur les 6 dernières années de Luka avec les Mavs. Donc, on va commencer en fait cette émission-là avec son année rookie, et puis on va parler aussi de sa deuxième année. Et puis on va commencer tout de suite à se replonger donc en 2018, au printemps 2018, juste avant la draft. Et on va se remémorer un peu quelle était l'atmosphère en 2018, qu'est-ce qu'on attendait de Luka, et puis quelles équipes étaient intéressées. Alors Nico, est-ce que tu peux nous rappeler un peu quel était le profil de Luka avant la draft? Qu'est-ce que les Américains voyaient en lui? Et puis qu'est-ce qu'on attendait en fait? Mais je vais faire un petit pas de recul, Barn, juste avant Ouais, de pas de parler de souci. ça. Juste se rappeler que Luka arrive au Real Madrid à 13 ans. Et je pense que ce qui est important de rappeler, c'est qu'il fait ses débuts dans l'équipe première du Real Madrid à 16 ans, donc en 2015. Donc, pourquoi je dis ça? Parce que faire ses débuts professionnels à 16 ans dans une équipe de basket de très haut niveau comme le Real Madrid, c'est déjà en soi un exploit et c'est déjà en soi un signe de précocité. Et finalement, la suite des saisons de Luka au Real Madrid, en fait, c'est un peu la confirmation de tout ça. C'est que le talent très précoce, celui qui était un peu annoncé comme, j'ai pas envie de dire l'élu, mais enfin en tout cas comme un joueur de très premier plan en Europe et potentiellement NBA, ben c'est exactement ce qui s'est confirmé par la suite. Avec le summum, du coup, c'est 2018, il gagne l'Euroleague quand même avec le Real, et il est quand même MVP du Final Four, MVP de l'Euroleague. Donc pour moi, ça s'appelle être au sommet du sommet de l'Europe. Sauf qu'il le fait à un jeune âge, il a même pas 19 ans. Et alors, Donc il était hyper connu évidemment en Europe. Est-ce que aux États-Unis, les gens le connaissaient, avaient des expectations hein, sur lui? Est-ce qu'il y a beaucoup d'équipes qui étaient intéressées? c'est là où c'est intéressant. Pour moi, je pense on est encore à c'est une époque pas si lointaine, mais malgré tout, on est encore sur, je sais pas si c'est le fossé de l'océan, ou c'est plutôt, blague à part, un peu la défiance toujours régulière sur les stars de l'Euroleague, où on est, ouais, il est fort en Euroleague, mais on verra. Si vous vous refaites un peu les commentaires des experts avec beaucoup de guillemets qui parlent sur Luka avant la draft en disant, ouais, il fait ça en Europe, oui, il est jeune, mais on verra ce que ça donne en NBA. Et il y a beaucoup de gens qui ont dû bouffer leur casquette et autre chose, du coup, en réécoutant un peu ce qu'ils ont pu dire sur Luka par rapport à ce qu'il est devenu. Mais voilà, il y a un talent certain.
MVP aussi jeune de l'Euroleague, MVP du Final Four au Real Madrid. Enfin, genre, c'est pas épisodique. Mais il y a quand même une grande question, c'est ok, très bien en Europe. Par contre, la NBA, est-ce qu'il va réussir à être un joueur dominant? Donc avant la draft, pour moi, c'est un peu ça la question. C'est oui, il va être top 10, il va probablement être top 5, mais il y a pas mal de débats en disant ouais, il sera pas forcément top 1 d'ailleurs. Et c'est ce qui s'est passé. Et alors, on l'attendait où à la draft? À quel niveau pensait-on qu'il allait être drafté? Quentin, peut-être tu as cette réponse. Ouais, tout à fait. Bon, il était attendu quand même dans le haut du panier. Globalement, c'était DeAndre Ayton qui était attendu en pick numéro 1. Il n'y a pas vraiment eu de surprise là-dessus. Il y a eu un peu des faux débats. Et en général, le consensus était d'avoir un Luka Doncic à la deuxième place. Mais du coup, moi, je voulais aussi prendre un peu le temps pour rappeler comment est-ce qu'on en est arrivé là à la draft 2018. On finit la saison avec un vilain 24-58. On est 13e de l'Ouest et on a le troisième pire bilan de l'NBA à égalité avec les Hawks. Et on aurait pu avoir le troisième pire bilan seul si on n'avait pas gagné un match. Et donc là, je vais faire appel vraiment aux fans hardcore de l'époque, où le Salah Mejri game face aux Memphis Grizzlies, où ils nous amènent en prolongation avec une claquette improbable. Je m'en souviens très bien parce que j'étais en mode tanking à fond et j'étais vraiment très déçu de cette victoire. Et donc au final, on finit troisième pire bilan à égalité. Et quand il y a une égalité dans un bilan, il y a un tirage au sort qui est fait à la pièce pour en fait déterminer laquelle des deux équipes est arbitrairement devant à la loterie. Et au final, à la pièce, en fait, ça va nous donner un rang par rapport à Atlanta, qui fait que c'est Atlanta qui va monter à la loterie et pas nous. Donc pour vous rappeler un peu le résultat de cette loterie, c'est Phoenix qui finit en numéro 1. La grosse surprise, c'est les Kings qui arrivent à monter en numéro 2 et Atlanta passe troisième. Donc les deux couillons qui se font avoir dans l'histoire, ce sont les Grizzlies qui descendent en 4 et les Mavs qui descendent en 5e. Donc je vous avoue que à ce moment-là, et je pense je suis pas le seul, hein, j'étais parti sur des rêves de Luka Doncic ou de DeAndre Ayton, notamment de Ayton avec notre historique nul en poste 5, et au final, voilà, quand on savait qu'on allait être 5e, on s'orientait plus vers des profils de type Mo Bamba ou Jackson Jr., mais à aucun moment on pensait à Doncic, à Ayton, ou à Trae Young d'ailleurs, qu'on avait déjà un meneur. Et donc, le soir de la draft, nous sommes 5e, et comme je vous dis, voilà, on s'orientait plutôt vers ces profils d'intérieur-là, et on apprend, qu'il va avoir un gros trade, parce que Ayton part en numéro 1, comme j'ai dit, c'était pas une surprise. Et là, Juste un truc, Quentin, excuse-moi de ouais, t'interrompre. Juste un truc, le truc important, et je sais pas si ça a joué négativement pour Phoenix, mais je pense que ça a joué négativement pour Phoenix. Ethan, il a fait la fac à Arizona. Il a fait le lycée à Phoenix. Donc, il y avait aussi tout un storytelling sur, ils ont le premier pick, les Suns, et du coup, ils vont prendre le local guy. Ils vont prendre le mec, du coup, qui était au lycée et qui a fait la fac, du coup, à Arizona. Donc, ça a aussi joué beaucoup. Bon, évidemment, c'était un prospect. On avait beaucoup d'attention sur lui, mais je pense que ça a aussi contribué au côté, à le pousser un peu plus à la maison. ouais, bien sûr que ça a joué, et comme tu l'as dit aussi avant, le fait que Luka était européen et qu'il y a un peu plus de défiance, ça a joué un petit peu contre lui sûrement. Mais c'est vrai que voilà, Ayton, c'est le type de first pick où tu as vraiment très peu de doutes. Ce genre de pivot-là qui partent en numéro 1, on sait qu'il n'y a pas vraiment de doute sur ce qu'ils peuvent apporter, et c'est pour ça qu'il est parti en 1 sans souci. Mais la vraie surprise, et bon, ça je vais apprendre à personne ce qui s'est passé, mais c'est les Kings qui ne sélectionnent pas Luka Doncic en 2. Alors à quel point est-ce qu'il y a eu des histoires en coulisses avec Luka qui voulait pas aller à Sacramento ou pas, ça je sais pas à quel point, où se situe exactement la vérité, mais bon, les faits sont là, ils ne prennent pas Luka, et donc nous, on a fait un trade avec Atlanta, qui eux étaient intéressés par Trae Young, qui était aussi intéressé à ce qui paraît par Luka Doncic, mais ils ont aimé notre proposition de trade, qui a été de proposer donc Trae Young en pick 5 et le pick de l'année suivante, qui était protégé top 5, contre Luka Doncic. Donc pour vous rappeler, hein, le pick 2019, il deviendra Cam Reddish,
en pick 10 la draft suivante. Et aujourd'hui, Cam Reddish, il a un contrat minimum aux Lakers. Voilà, ça c'était gratuit pour ceux qui disent encore que le trade Trae Young est un win-win. Et voilà, on sort de cette draft avec des étoiles plein les yeux. On pensait encore une fois sortir avec un Mo Bamba ou un autre joueur, mais de ce type-là. On sort avec un Luka Doncic et on apprendra plus tard que c'était vraiment l'objectif du front office depuis longtemps, qu'ils avaient vraiment visé Luka Doncic, que c'était leur souhait absolu. Et donc voilà, cette draft 2018 qui restera un magnifique souvenir pour tout le monde. Et pour la petite anecdote aussi, il y avait un doute à la présence de Luka Doncic parce qu'il jouait en même temps les finales de son côté de son championnat. Et si la série était allée en 5, il me semble, je crois que ça s'est fini en 4, il aurait pu manquer la draft. Et au final, voilà, il a été là un peu de justesse et il a pu mettre cette belle casquette d'abord des Hawks, mais surtout la belle casquette des Mavericks et devenir enfin un Mavericks. Et puis depuis ce jour-là, le 22 ou 23 juin, je crois, la belle histoire d'amour entre lui et nous autres fans des Mavs a pu commencer. Et il y a eu donc une rivalité toujours existante entre enfin, je sais pas si c'est une rivalité entre les joueurs, mais plutôt entre les fans, entre Trae Young et Doncic, et puis peut-être Ayton et Doncic. Est-ce qu'on le ressent toujours aujourd'hui, cette soi-disant comparaison, en fait? Pour moi, elle est quand même aussi bien boostée par les médias, tu vois, genre quand ils nous avaient mis ça fait maintenant genre 3-4 ans qu'ils font la Rival Week, où ils mettent des équipes qui ont des rivalités. Je me souviens, ils nous avaient mis face à Atlanta, voilà, tu vois quand même que c'est beaucoup les médias, je pense, qui mettent ça l'un contre l'autre avec le fameux qui a gagné le trade, etc. Enfin, je viens d'en parler moi aussi, tu vois, on joue le jeu, mais je pense que c'est plus les fans et les médias que les joueurs en eux-mêmes qui ont l'air quand même de plutôt bien s'entendre. Pour Ayton, je sais pas. Bah, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la rivalité, elle se fait que avec Trae Young, hein. Elle se fait pas avec le numéro 1 et le niveau 2 de draft, hein, puisque Ayton et notre ami Bagley, dont t'as pas parlé, et de toute façon dont personne ne parle, ils ont pris un autre trajectoire de carrière, on va dire ça très gentiment. Bon, il y en a un qui a un gros contrat au moins. À la limite, s'il y a une rivalité, attends, j'ai un doute sur le choix où a été pris chez Gilgeous Alexander. C'était quoi, 15? Un truc comme ça? À la limite, la rivalité, elle sera peut-être là. On va voir ce que vous nous réservez les playoffs 2025, mais là, il peut y Ouais, avoir une belle rivalité, là. ok, elle vient pas du top 5 de la draft. Voilà, là, on est d'accord. Alors, en tout cas, quand on regarde le premier match de Luka en saison régulière en NBA, hein, je compte pas la pré-saison, eh ben, c'était contre Phoenix. Donc, c'est quand même une assez... c'était le hasard du calendrier de mettre les deux rookies qui avaient énormément de potentiel et d'expectation l'un contre l'autre cette première journée de NBA. Donc j'ai envie de parler vite fait de ce match parce que bah c'était il y avait tout Dallas qui attendait de voir Luka jouer et en fait bah Dallas se prend une branlée on va dire, hein, 121-100 contre Phoenix. Et puis Luka, les stats pas extraordinaires. Quand on sait ce qu'il est devenu, on peut se dire que c'était des stats qui étaient peut-être moins bonnes que ce qu'on espérait. 10 points, 5 sur 16 au shoot, 0 sur 5 à 3 points, 8 rebonds, 4 passes. Alors, on le comparait à l'époque à Ayton qui avait fait un gros match, 18, 10 et 6. Et bon, on se disait bon, peut-être que la hiérarchie, même si Luka fait quand même un bon match, la hiérarchie est respectée. Ayton a bien son costume de numéro 1. Maintenant, moi, j'ai été regarder un petit peu le premier quart-temps de ce match. J'ai été voir les highlights parce que, en fait, malgré tout, dès les premières minutes de ce match, on sent que Luka, il est sur une autre planète. Et franchement, à 19 ans, ce qu'il fait, rien que ses premières minutes sur le parquet avec des passes, notamment 3 passes décisives à son pivot de l'époque, c'est DeAndre Jordan. Elles sont assez extraordinaires. Il y en a une qui est derrière le dos, il y a un alley-oop, il y a des passes derrière le défenseur, quelque chose qu'il a fait souvent ensuite dans sa carrière. Je trouve que si vous voulez vous remémorer ce premier match, on avait tellement d'attentes sur Luka, on regarde les premières minutes et on se dit ah ouais, il va se passer quelque chose. Même si au final ses stats sont pas excellentes, je crois que sur la deuxième mi-temps, il fait pas un bon match, je crois qu'on l'utilise trop, il est fatigué. Bref,
le match en lui-même, pas incroyable, mais cette entrée en matière, notamment ce premier quart, il vaut le détour. Je vous invite à le regarder. Il avait 19 ans à l'époque. C'est marrant de le revoir si jeune. Et en fait, juste un dernier point, c'est sur ces 10 premiers matchs en saison régulière, les stats, elles commencent à venir. On est à 20 points par match, on est à 6,6 rebonds et 4 passes. Donc la machine en fait a commencé à démarrer dès le début avec lui. Je sais pas comment toi, Quentin, t'as ressenti ces premiers instants de la carrière de Luka, mais pour moi, c'était quand même une grosse baffe dans la. On s'attendait pas à ce qu'il soit aussi fort, en fait. Ouais, clairement, personne s'attendait à ce qu'il soit aussi fort. Je suis allé aussi un peu regarder quelles étaient les attentes statistiques à l'époque, donc les prédictions pour sa première saison. Il était évidemment favori pour le titre de rookie avec DeAndre Ayton. Et au niveau des stats, ça parlait en général autour de 15 points et environ 5-6 rebonds et 5 assists, quelque chose comme ça. Et honnêtement, je me suis remis un tweet à l'époque en disant que moi, un 15-5-5 pour sa saison rookie, je signais tous les jours et que c'était effectivement ce genre de profil qu'on voulait avoir, qu'il venait d'une ligue qui était beaucoup moins axée sur le physique, il y avait moins de matchs, fallait qu'il s'adapte à l'intensité, etc. Et que donc un 15-5-5 serait une très très belle ligne de stats pour commencer. Et comme tu le dis, en fait, dès les premiers matchs, on a de la vingtaine de points qui est là, et on atteint même les 30 points dans un de ces premiers matchs. Donc les résultats collectifs sont pas là, avec une série de défaites qui était un peu affreuse, mais statistiquement, on voit que dès le début, on a quand même un vrai potentiel qui est là, avec donc de l'époque. Pour rappeler à ceux peut-être qui ne suivaient pas à l'époque, mais on avait donc Dennis Smith Jr. qui était sophomore et avec qui on avait beaucoup d'espoir. Et pour nous, c'était un peu notre backcourt du futur. On avait beaucoup placé dans ce duo Dennis Smith Jr. Luka Doncic, et c'est beaucoup ce qu'on observait à l'époque. Ce que je veux aussi ce que je voulais mettre en avant, c'est le fait que dans cette saison-là, il y a vraiment deux parties, j'y reviendrai par la suite. On a au tout début une équipe avec des vétérans et on est là pour jouer quelque chose, donc viser une place dans les 8 premiers vu qu'il n'y a pas le play-in à l'époque. On a le Harrison Barnes qui était donc notre franchise player au moins en termes de contrat, du Wesley Matthews. On a réussi enfin à faire venir DeAndre Jordan, je sais pas combien d'années trop tard, mais on a réussi à faire venir. Et donc on a une vraie équipe qui joue quelque chose, et Luka, il essaie de s'adapter à ça, et il a pu retrouver certaines choses qu'il avait au niveau du Real Madrid, c'est-à-dire des coéquipiers qui étaient quand même des vétérans. Il n'arrive pas dans une équipe vraiment typique de première ou seconde draft. Vous savez, ces équipes toutes jeunes où ça joue pas grand-chose, même pour ta première saison. Donc ça, c'était intéressant, et je me souviens que c'est ça qui m'avait plu. C'était de voir à quel point Luka, il avait réussi rapidement à s'intégrer à ce collectif et à nous proposer vraiment du beau jeu. On sait que quelque chose qui résume bien Luka, c'est aussi les triples-doubles. Pour le coup, ils ont tardé à venir sur sa première saison. Il a quand même fallu attendre 2019, donc il n'y a rien eu dans la première moitié de saison. Et le 21 janvier, il nous met son premier triple-double face aux Bucks. Et je l'avais oublié d'ailleurs, ce triple-double face aux Bucks, honnêtement. Je me souvenais face aux Raptors. Et effectivement, 6 jours plus tard, il nous sort un énorme triple-double avec 35 points face aux Raptors. Et là, on sent vraiment le début d'une vraie star. Et ensuite, à ce moment de la saison, il va avoir un point vraiment tournant et très important. C'est pour ça que je dis que pour moi, sa saison, elle est en deux parties. C'est parce que début février, on voit que les choses, elles marchent pas, et on en voit un peu tout valdinguer. Donc il y a l'histoire du trade de Harrison Barnes en plein milieu d'un match. Et on a aussi Dennis Smith Jr., DeAndre Jordan, qui sont envoyés à New York. Nous, on récupère Porzingis qui ne jouera pas. Et à partir de ce moment-là, on sait que la saison, elle est terminée, on joue plus rien sportivement, et donc on n'avait que deux choses à faire, c'était profiter de Luka Doncic rookie, le développer, et surtout profiter de chaque dernière minute de Dirk Nowitzki sur le terrain. Et moi, en tant que immense fan de Dirk Nowitzki, ça reste aussi une saison avec beaucoup de souvenirs, parce que c'est fou de se dire que Luka et Nowitzki ont partagé le terrain en même temps. Il y a une vidéo sur YouTube où vous pouvez voir toutes les passes décisives de Luka pour dire que moi j'adore cette vidéo, et je suis sûr que dans 15 ans on se dira mais quoi, ils ont joué ensemble les deux? Non, c'est pas possible.
Et voilà pourquoi cette saison rookie elle est vraiment spécifique, déjà parce que pour moi elle est en deux parties, et aussi parce qu'on a vraiment découvert un joueur qu'on espérait avoir peut-être dans sa deuxième ou troisième année. Et en Je fait, peux dans la rajouter un deuxième, truc à ce que tu disais, Quentin, excuse-moi, mais je trouve qu'on découvre, en plus du basket, on découvre l'ego du bonhomme et le caractère de Luka Doncic. Et je pense que moi, c'est un des trucs qui m'a le plus marqué, c'est l'ego très fort et ce refus justement de... Je pense, et d'ailleurs tu le revois encore même cette année, hein, quand il a eu une petite discussion avec Vladimir Divac euh, sur le bord du terrain, je pense qu'il est tellement encore à montrer que vous n'avez pas voulu me prendre en deuxième choix, nos amis de Sacramento, vous m'avez pris si bas, vous me sous-estimez en fait. Et je pense que ça, c'est un des moteurs. C'est plus facile de le voir aujourd'hui, c'est encore plus évident. Mais je pense que c'est un des moteurs de Luka Doncic. Et tu sens que dès le début, il a voulu prouver à beaucoup, beaucoup de monde qu'il s'était trompé sur lui et qu'il est bien meilleur que tout ce que tout le monde imaginait. Quand tu vois le niveau d'ego qu'il a, ce garçon, je ne doute pas que ça l'a aidé. Ça a rajouté un peu de l'essence dans le réservoir. Et tu le sens déjà dès cette année rookie, tu sens le caractère et la volonté de montrer et de fermer les bouches, pour te dire poliment. Ouais, ouais, clairement. Euh, Au final, il finit cette saison avec, mine de rien, plus de 21 points de moyenne, 8 rebonds, 6 assists. Je veux dire, pour une saison de rookie, c'est quand même vraiment fou. Euh, Allez, je vais vous rappeler quelque chose et peut-être à nos auditeurs aussi. Je sais pas si vous vous souvenez, c'était drôle parce que Trae Young fait aussi une très bonne première saison. Mais du coup, il y avait ce faux débat où en fait, on disait, mais est-ce que Trae Young, il mérite pas le rookie de l'année? Alors qu'en fait, tout le monde savait très bien que c'était Luka sans aucun débat. Mais il y avait ce débat qui revenait, en mode, allez, il faut qu'on parle, il faut qu'on discute de quelque chose. Et du coup, souvent, on parlait aussi de la saison de Trae Young qui était très bonne, mais voilà, rien à voir avec celle de Luka qui a gagné le trophée de rookie du mois, tous les mois. Et voilà, évidemment, couronné de titre de rookie de l'année, c'était pas arrivé depuis Jason Kidd, pour nos Mavericks. Il est pas All-Star, mais Rising Star évidemment. Euh, et voilà, juste, j'avais renoté que quand même dans sa première saison, il y avait deux choses qui faisaient un peu mal en termes de pourcentage. C'était lancer franc à 70 et le tir à 3 points à 32%, alors que il prenait déjà plus de 7 tirs à 3 points par match dans sa saison rookie. Mais voilà, globalement, quand tu regardes cette saison-là, tu vois on avait tous les indices pour nous montrer l'explosion qu'on allait connaître par la suite. Et pourtant, bon, j'ai quand même été surpris dans sa deuxième saison, on y viendra tout à l'heure. Mais voilà, vraiment une saison assez folle qui s'est terminée. Et ça reste très très bon souvenir pour moi, en tout cas, c'est cette première saison de Luka Doncic. alors Nico, est-ce que tu as un souvenir marquant de cette première saison? Est-ce qu'il y a un moment que tu pourrais nous décrire qui, qui, qui t'a marqué? Ouais, il y a plein de trucs à dire, c'est difficile. Je vais en faire deux. Je vais en faire un très bref. Je vais juste vous rappeler, parce que vous l'avez forcément vu, tout le monde l'a vu. Je suis retombé dessus et je me dis, c'est incroyable. Cette espèce de shoot contre Portland, improbable dans le corner. Il reste moins d'une seconde. Je crois qu'il reste 6 centièmes. Il est dans le corner sur une jambe à 3 points, à 0 degré, et il va arracher une prolongation sur ce shoot complètement improbable. Ça, vous l'avez déjà vu, mais c'est son année rookie, ça. Et c'est un moment complètement fou, vraiment complètement fou. On se dit, mais qui est cet ovni qui met des shoots dans le corner comme ça sur une jambe en étant rookie? Waouh, on s'est dit, ce garçon est particulier. Et pour faire un peu plus long quand même, on s'est revu un peu des bouts du match contre Houston. Je crois qu'on est en décembre. On est en décembre 2018 dans sa saison rookie. Où du coup Luka, donc au Houston, qui est une équipe assez sérieuse de l'époque quand même, menée par Harden, où en gros Dallas est relativement mal embarqué à la fin du match, vers le quatrième quart-temps, et Luka prend complètement les choses en main. Il met 11 points à la fin du match, et il le fait avec des moves qui en fait, quand on le regarde aujourd'hui, vont devenir un peu sa norme. Alors morphologiquement, c'est pas le même garçon, hein. Le régime protéiné ou ultra protéiné n'est pas encore passé par là. Évidemment beaucoup plus léger, beaucoup plus svelte, mais par contre les moves en fait sont vraiment similaires. C'est assez impressionnant de revoir ça. Et notamment, il fait des sorties d'écran et des switches. Il se retrouve à chaque fois face au pivot adverse. En l'occurrence là c'est Clint Capella.
Et il se retrouve en tête de raquette, step back free sur la tête du pivot adverse. Bon, c'est exactement ce qu'il a fait sur Rudy Gobert en playoff et c'est ce qu'il fait tout au long de l'année. Donc on retrouve un peu ce jeu de provocation, de dribble plutôt lent en fait, et de shoot en reculant à 3 points, qui est une de ses marques de fabrique. Et on retrouve aussi un peu l'alternance avec le jeu en pénétration. Il s'arrête, il a un peu il joue des épaules. Alors c'est pas les épaules d'aujourd'hui, mais quand même avec ce sens de timing un peu où tu as l'impression qu'il s'arrête un minimum, où il ralentit le rythme, il va marquer, il essaie d'obtenir la faute au passage. Donc ça, vous regardez la fin de ce match-là, il y a déjà des moves, c'est les mêmes en fait. C'est fondamentalement les mêmes. Bon, aujourd'hui, il fait 130 kilos, donc c'est pas exactement le même garçon physiquement, mais en tout cas, les moves de basket, le leadership qu'il montre sont vraiment similaires. Et là, c'est pareil, c'est un éclair. Il y a eu, je pense, cette saison rookie, il y a eu beaucoup de ça. Il y a eu des éclairs incroyables, il y a eu des moments un peu plus faibles, il y a eu beaucoup de grands moments. Ça fait partie de ces grands moments. Et là, on se dit, waouh, bon, autour de lui, on va en parler après. C'est pas forcément l'équipe, particulièrement au début de saison, ça joue particulièrement pas bien. Mais lui se révèle, on se dit, ok, là, en fait, il va beaucoup plus vite que ce qu'on imaginait. Parce que ce qu'il soit fort en NBA, bon, globalement, on n'avait pas des énormes doutes. Qu'il soit aussi fort et aussi vite, pour moi, c'est la grosse surprise. Ouais, pour moi, c'est le premier moment de Luka Magic, ce match-là. Où genre vraiment, il y a cette dimension de tout peut arriver avec lui, il peut te faire une remontada, tu vois, de fou d'un moment. Ce match-là, donc il y a quand même voilà, tout le match de novembre où il est quand même très bon, mais je me souviens vraiment de ce match contre Houston qui lui donne, ça y est, il y a cette première dimension de... Je sais même pas d'ailleurs si le surnom, il arrive pas là de Luka Magic, si c'est pas là que c'est utilisé la première fois par le commentateur Mark Followill. Euh, c'est un souvenir qui restera voilà, clairement dans les mémoires de tout le monde. Et pareil pour Portland. D'ailleurs, personne se souvient qu'on a perdu en prolongation, tu vois, mais ce tir-là, comme tu dis, c'est des trucs, voilà, t'as quasiment que Luka qui peut te les sortir. Euh, et ouais, ça reste vraiment des super souvenirs. Moi, j'en avais un aussi dont je voulais parler. Bon, bah, je suis un peu biaisé parce que vous le savez, je suis fan absolu de Nowitzki. On est sur la fin de la saison en mars et à l'époque Golden State a Kevin Durant hein, qui sont dans leur rang, qui est dans leur rang, pardon. Et on va chez eux à l'Oracle Arena, donc notre cote elle doit être à 10. On sait qu'on va se faire démonter. Hein. En mars, on joue plus rien, tout le monde s'est fait trader, etc. Et on va les exploser. On va gagner de 35 points ce match. Luka finit en triple-double. 23, 11, 10 et aussi Dirk met 20 points sur chose qui sur sa dernière saison est absolument exceptionnelle. Ça a dû arriver 3 fois dont 2 fois sur 2 derniers matchs et je me souviens ouais, il y a des moments où ils mettent des tirs tous les deux, ils sont heureux, ils se prennent dans les bras et moi je me souviens voilà, j'étais juste trop heureux dans cette fin de saison qui était comme tu dis Nico compliqué, il n'y avait pas beaucoup de belles choses à voir. Ce match là il a aucun sens vraiment qu'on ait gagné 35 points chez eux et je sais même pas en plus s'il y avait pas les copains qui gèrent le compte des Warriors FR qui étaient en voyage là-bas, ils étaient 20 fans, ils pensaient qu'ils allaient voir une victoire, ils étaient dégoûtés. Mais voilà, moi ça reste aussi un bon souvenir de cette première saison parce qu'il y a ce côté Luka et Nowitzki que j'ai adoré. Et voilà, il y en a eu plusieurs des matchs comme ça sur sa saison rookie où il a pris quand même voilà, vraiment les choses en main, mais ça reste minoritaire. Si on s'offre un petit instantané là, un petit instantané sur le shoot de Luka contre Portland, qui a autour de Luka? On a un jeune arrière de Villanova, hein, Jalen Brunson, du coup, qui va devenir pareil, euh, sensation qu'on connaît maintenant et le joueur majeur des Knicks qu'on connaît maintenant. Harrison Barnes, pareil, joueur majeur de l'époque. On a DeAndre Jordan, et j'ai adoré ce que tu as dit, Corentin, parce que je pense qu'il est exactement ça, qui est arrivé au Mavs à peu près 5 ans trop tard. Et on a notre ami l'archer, Wesley Matthews. Donc ça, et évidemment Luka. C'est le 5 qui est sur le terrain. Et là, quand on regarde ça avec le recul, on se dit qu'il y a eu du chemin, du temps qui est passé, puisqu'on a légèrement optimisé l'équipe depuis. Ah bah clairement, et tu regardes déjà, rien qu'entre le début et la fin de la saison, déjà ça a rien à voir. Ce que je disais à Nico en off avant de commencer, j'ai été très surpris de voir que sur cette saison-là, Brunson a plus de 30 matchs titulaires. Je crois que c'est 35 d'ailleurs. J'aurais jamais pensé. Et en fait, c'est vrai qu'il profite à la fin qui est plus personne. Et au début de la saison aussi, je sais pas si vous vous rappelez, il y avait pas mal de tensions entre Dennis Smith Jr., les rumeurs de trade, le front office, etc. Et ça avait desservi pas mal Dennis Smith parce qu'on s'est rendu compte très vite que c'était pas un duo, c'était Luka quoi. Et puis ouais, Brunson a vraiment eu des premières minutes.
des premières occasions, pardon, en tant que titulaire, et qui va ensuite se révéler bien sur la suite de leur carrière à eux deux. Ouais. Ouais, Et Dorian Finney-Smith aussi, qui a été aussi beaucoup titulaire à partir du moment où il y a eu le trade de Barnes et tout, il a quasiment plus quitté le 5 de départ. Sans en refaire 4 tonnes et faire court, intéressant de se rappeler à l'époque combien Dennis Smith Jr., les data étaient contre lui. Je me rappelle, je pense qu'il y avait un Rick Carlisle qui était contre lui. Je pense qu'effectivement, on en a déjà parlé, c'était pas exactement l'amour fou entre les deux. Ouais. Ça ressortit après un peu les crises d'autorité, de coach à l'ancienne de Rick Carlisle sur le jeune Dennis Smith Jr. Même Luka en parlait de ça en disant que ça l'avait choqué, comment il n'avait pas du tout aimé. Et effectivement, les datas, l'utilisation du ballon de Dennis Smith Jr., où les chiffres étaient assez clairs sur, en gros, c'est bien quand il n'est pas sur le terrain, quoi. Aussi spectaculaire soit-il, l'usage du ballon et même sa présence sur le terrain était assez finalement négative pour l'équipe, et ce qui a précipité, en tout cas un élément qui a aussi précipité le trade pour changer tout ça et donner encore plus vite les clés du camion à Luka. Alors les gars, on va passer à la deuxième saison en fait de Luka. Il est parti sur sa lancée. Est-ce que vous pouvez me dire un peu ce que vous avez pensé de la deuxième saison? Je sais que Quentin, toi, tu dis toujours que c'est sa meilleure saison. Est-ce que j'ai raison? Non, je dis pas que c'est sa meilleure. Je dis pas que c'est sa meilleure. Pour moi, la meilleure, il vient de la plier, sur ce qui vient de se terminer là. Mais cependant, je dis toujours que moi, en tout cas, c'est une de mes préférées, si ce n'est ma préférée, pour plusieurs raisons. Et j'en ai déjà parlé, je sais plus, dans un précédent podcast avec vous, je sais plus dans quelle occasion, mais elle est unique cette saison. Ça, c'est sûr, on en verra plus jamais une comme ça, parce que d'un côté, on a la vraie naissance d'une superstar, l'affirmation. Il va avoir vraiment des stats qu'on ne lui attendait pas. On s'attendait à ce qu'il soit fort après sa première saison, mais personne ne s'attendait à ce qu'il y ait une explosion comme ça. On est passé d'un effectivement très bon joueur qui a 21 points de moyenne à un mec qui est quasiment à 30 points de moyenne, qui va faire plein de triple double. Il me semble qu'il y en a presque 20, donc presque un match sur 4 pour un sophomore, c'est totalement fou. Et elle est unique parce que, comme tu as habilement dit, Nico, tout à l'heure, il n'avait pas encore trop découvert les nourritures protéinées du Texas, et du coup il est fit. Donc il a le corps, un corps du Luka rookie, mais il envoie en termes de statistiques, de leadership, comme le Luka des saisons qui vont suivre par la suite, et ça nous donne des stats qui sont très bonnes, comme je l'ai dit. Une sélection All-NBA First Team, All-Star sans aucun débat, et après il va plus la quitter, la All-NBA First Team, comme le All-Star Game. Bon, cette année-là, il est titulaire, et je veux dire, il n'y a aucun débat, que ce soit les fans ou les avis des médias joueurs. Voilà, tout le monde veut voir Luka Doncic au All-Star Game. Et c'est pour ça que je dis qu'on a, pour moi, l'explosion d'une star, parce que c'est vraiment sur tous les domaines. On a, d'un point de vue individuel sur les stats, collectif sur l'équipe, et aussi médiatique avec ces différentes distinctions en termes d'affiches en matchs nationaux, etc. C'est quelque chose qui a été inattendu, en tout cas par moi et de mémoire, globalement par la majorité de la fanbase. On s'attendait à une progression, je dirais 24 points, quelque chose comme ça, mais pas quelque chose d'aussi fort. Et on est quand même aussi sur une équipe qui est un peu all-time, parce que sur cette équipe-là, à l'époque, on avait battu l'offensive rating, je sais plus, voilà, quelque chose comme ça. On avait le meilleur offensive rating all-time, avec une équipe, on avait enfin pu faire jouer Kristaps Porzingis. Tim Hardaway Jr. était très bon, tu nous en parleras par la suite, mais en play-off, c'est lui limite notre deuxième meilleur joueur. Et du coup, derrière ce Luka Doncic qui explose, on a cette équipe qui est ultra kiffante à voir jouer, parce que ça marque énormément. On a des problèmes de défense, mais en attaque, c'est super beau à voir jouer, et c'est ce qui fait aussi qu'on attend tant d'exposition. Et tout le monde se trouve plutôt bien. C'est-à-dire que ce que j'ai noté, c'est qu'il n'y a pas vraiment de cinquième sur le 5 majeur. Luka, Dorian, Tim Hardaway, Kristaps, c'était le 5 majeur habituel, mais sur le 5e joueur, on a eu plusieurs joueurs qui ont tourné. Il y a eu Steph Curry, qui à l'époque était super bon, il enfilait à 3 points, c'était fou, et aussi du Powell, du Kleber. Et pour moi, Luka, il est vraiment artisan
voilà, de toute cette super équipe et de cet offensive rating qui était fou, ça passait par Luka. Et ça a vraiment super bien marché. D'ailleurs, on n'a aucun joueur qui, à part Luka, a plus de 30 minutes par match. C'est vraiment à noter parce que c'est rare que sur une équipe, il n'y ait qu'un joueur à plus de 30 minutes. Voilà, on avait vraiment une super équipe collective qui tournait aussi sous Rick Carlisle, donc il y a eu par la suite des petits soucis, mais sur cette saison-là, tout allait bien, si ce n'est voilà, 2-3 soucis défensifs. Mais voilà pourquoi pour moi c'est vraiment un super bon souvenir. Alors il y a un truc quand même qui a fait tâche et qui a fait beaucoup parler, c'est son pourcentage à 3 points. Il est même pas à 32% sur cette saison-là, avec 9 tentatives par match. Donc voilà, là, on reconnaît bien notre Luka qui va s'améliorer par la suite. Mais sur cette saison-là, et je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, c'était vraiment ce qui faisait mal aux yeux à voir, et il se faisait beaucoup critiquer là-dessus. Mais sur le reste, voilà, vraiment une explosion, et les assists, elles passent de 5 et quelques dans sa saison rookie à 9 quasiment sur cette saison-là. Donc voilà, pour terminer, je dirais qu'il y avait aussi beaucoup d'attaques du panier. On sait qu'aujourd'hui, Luka, il aime beaucoup attaquer le panier, mais en utilisant son corps. Donc tu parlais, Nico, ses épaules qui sont effectivement bien larges. Il utilise vraiment très bien son corps, que ça soit les épaules ou le dos. Il aime bien prendre l'adversaire à contre-temps, mais il ne prend pas beaucoup de vitesse. Et sur cette deuxième saison-là, on en voyait beaucoup. Des pénétrations au lay-up à y aller en vitesse. Ça, on en a vu et on n'en voit plus trop depuis. Donc voilà, bon, je pourrais parler longtemps de cette deuxième saison, elle me tient vraiment vraiment à cœur collectivement et individuellement pour Luka. C'est dommage qu'elle se soit terminée prématurément à cause du Covid. Bon, et ensuite il y a la bulle, on y reviendra. Mais ouais, saison totalement folle de sa part, et voilà. Et donc là, le Luka me manque. Quentin, les Mavs finissent septième conférence Ouest. Est-ce que c'était une bonne performance? On les attendait à ce niveau-là, ou alors est-ce qu'ils ont surperformé, ou on les attendait plus Non, bah il y avait quand même pas mal de gens qui disaient que ça allait être trop juste, comme tu dis souvent après une équipe qui vient de faire une très mauvaise saison. Mais on va dire que l'objectif, voilà, les gens ils disaient bon, s'ils arrivent à accrocher les playoffs, c'est quand même très bien, et c'était voilà, l'objectif de cette équipe, c'était d'aller réussir à chercher les playoffs, et il me semble que de mémoire ils s'étaient mis autour de la 9e place, quelque chose comme ça. Donc cette 7e place, elle est plutôt logique, ça reste satisfaisant comme bilan, mais pour moi, c'est pas non plus une surprise absolue, parce qu'il faut se souvenir que dans la saison rookie, on trade voilà pour Porzingis qui ne joue pas de la saison rookie de Luka, mais on a quand même Porzingis qui est pas n'importe qui est un All-Star qui arrive, donc on savait quand même que cette équipe avec un Luka qui était sur la progression et un Porzingis, elle pouvait quand même faire mal, et donc c'est pas non plus je dirais que le résultat collectif de Dallas est moins surprenant que l'explosion individuelle de Luka Doncic sur cette saison-là. Et toi, Nico, un souvenir de cette deuxième saison? On va parler des playoffs, bien sûr, mais est-ce qu'il y a un truc qui t'a marqué? Ouais, moi je rajouterais juste un truc à ce que tu disais, Quentin, c'est qu'on a tradé pour Porzingis et on a découvert que Tim Hardaway Jr., qui faisait partie du package, était un joueur plus que solide. Je me rappelle beaucoup du bruit du coup sur Porzingis. T'as raison, c'était effectivement la cible majeure du trade. Mais en fait, on s'est rendu compte que Tim Hardaway Jr. du coup avait encore plus que du jeu, et clairement se trouvait avec Luka un mec parfait pour jouer, et il s'est régalé quasiment immédiatement avec le jeu créé par Luka, et il a très très bien fité super vite avec les Mavs. Donc en fait, pour moi, c'est aussi à cause de ça, ou grâce à ça, ils ont été un peu au-dessus quand même, moi, de ce que j'imaginais. Ben, ça vient de ça, en fait. Ça vient aussi pour moi, Hardaway, qu'on n'attendait pas aussi fort. Il y a aussi il y a eu un moment très Burke aussi. Je sais pas si vous vous rappelez de ça. Il y a eu un moment très Burke. Il y a eu des flashs aussi. Donc ouais, moi, c'est un des trucs qui m'a marqué. Enfin, pour moi, l'équipe, elle était beaucoup ouais, c'était renouvellement. On savait pas trop, en fait, où était le plafond. J'ai toujours l'impression que le plafond avait déjà été dépassé. Pour moi, c'était un peu ça que j'avais en tête. Et puis, le moment marquant, c'est la série de playoffs contre les Clippers. Je sais pas si tu veux que j'en parle maintenant, mais c'est. Vas-y, on va en parler. Avant d'aller sur les playoffs, il y a quand même un détail que je voulais quand même mentionner sur cette saison-là. Il finit 4e au classement du MVP pour sa saison sophomore.
Et ça, on l'oublie parce qu'évidemment, on pense à d'autres choses et la série de playoffs contre les Clippers, qui est légendaire. Mais sur sa saison régulière, et je trouve ça, voilà, pour terminer ce que je disais, l'explosion vraiment d'un joueur, on passe de rookie de l'année à 4e au MVP pour sa deuxième saison en NBA. Donc voilà, totalement fou. Ce qui nous amène effectivement, j'allais dire en avril, mais non, aux playoffs. Au playoff sous la bulle. Alors raconte-nous un peu, Nico, un peu l'atmosphère. Avant de parler des matchs et des performances de Luka, on était dans quel état d'esprit à l'époque? Bon, c'était le Covid. Ah ouais. On était sous la bulle. C'est quand même une drôle d'époque, hein, quand tu revois aujourd'hui les images de cette époque-là. Alors on est en double époque particulière. Déjà on est en époque Black Lives Matter. Je ne vais pas revenir dans tout le détail, mais c'est un moment important de l'histoire. La NBA, fidèle un peu à sa ligne de conduite depuis des années, suit ça, justement, soutient un peu tout ça. Et aussi, on est en époque Covid, donc avec les nombreuses discussions sur ce que doit faire la NBA, est-ce que le sport doit s'arrêter, est-ce que le sport doit continuer, dans quelles conditions doit continuer. Donc voilà, on se retrouve dans une bulle, sans spectateurs. Enfin, c'est vraiment une époque un peu étrange en fait. C'est-à-dire quand tu revois les images, t'entends tout. C'est un truc assez marquant. T'entends les joueurs, t'entends les godasses qui glissent sur le parquet. Enfin, t'entends beaucoup de choses. Et il n'y a pas de public. Donc c'est quand même un moment. C'est vraiment une série, une fin d'année, les playoffs un peu unique. D'ailleurs, je trouve ça dommage qu'ils aient mis les faux. Tu sais, ils ont mis des faux publics. Ils auraient dû carrément tout enlever pour qu'on entende vraiment tout. Parce qu'ils mettaient des faux applaudissements et qui finalement te permettaient pas d'entendre vraiment Ouais, tout. t'as raison. Il y avait ce fond sonore, puis des fois, t'entendais d'un seul coup, t'entendais bien les joueurs, t'entendais les commentaires, t'entendais les trucs. Enfin, c'est drôle d'époque, ouais. Et ouais, alors après, juste un dernier moment avant de rentrer dans les playoffs, je pense que pour revenir sur ce que tu disais, Quentin, la grande interrogation pour moi, c'est il est où le plafond? Luka, il est trop fort, mais où est le plafond? Avec pour moi cette impression de le plafond, il est repoussé chaque semaine. C'est vraiment le sentiment que j'avais moi. C'est en fait il est trop fort, il a fait ça, non, en fait il va encore au-dessus. Où est-ce qu'il va s'arrêter? On le cherche en 2024, hein, des fois. Hein. Ouais. Bah, enfin, on va revenir sur cette histoire des Clippers. C'est marrant parce que pour moi, c'est le début de la longue dynastie des confrontations contre les Clippers, hein, ce match-là. Donc, c'est les Clippers. Je regardais un peu les images, on va pas rentrer dans toute l'équipe des Clippers, mais notamment Lou Williams et Reggie Jackson. Mais bon, à la limite, on s'en fout. C'est pas le cœur de ce qui est intéressant. C'est le premier match de playoff en carrière de Luka Doncic. Donc, on se dit, la saison régulière, c'est une chose, et playoff, c'est une autre chose. Premier match de Luka Doncic, 42 points. Avec une impression de domination, de vous n'avez pas de réponse à ce que je peux faire. Comme tu le dis, Quentin, pénétration, vitesse, ça paraît fou de dire vitesse maintenant aujourd'hui, mais ça y est. Vitesse de Luka, alternance dans le jeu, adresse extérieure un peu régulière, mais en playoff quand même grosse adresse extérieure. Et pareil, domination d'ensemble face aux Clippers. Donc on est quand même sur des masterclass. On voit de Luka Doncic. Les Clippers sont très forts. On sent quand même que Luka est avec cette nouvelle équipe là, avec Tim Hardaway Jr., Porzingis, Dorian Finney-Smith. On a notre ami Maxi Kleber, enfin votre ami Maxi Kleber, qui commence un peu à avoir un rôle plus important dans l'équipe. On sent, on sent un peu une espèce, c'est pas une nouvelle dynastie, mais enfin une nouvelle équipe qui commence à se former. On se demande où est le plafond. Assez vite, quand on se rend compte que Luka individuellement est au-dessus. Je me rappelle de ce match 4 là où il met quand même 43 points, 17 rebonds et 13 passes en play-off pour sa première campagne de play-off. Donc là, on va parler de masterclass impressionnante, mais on se dit, il n'est pas assez bien entouré. Il a besoin d'aide. Et l'esprit un peu trop run and gun de nos amis les Mavs ne peut pas leur permettre de gagner fondamentalement des matchs de playoff. Donc il va falloir resserrer la défense. Ils peuvent pas juste gagner en attaque. Après, il faut dire que les Clippers, c'était peut-être un candidat au titre. À l'époque, Ah oui, pas peut-être. Ouais, absolument, ouais, t'as raison. Mais d'ailleurs, les Mavs finissent 7e et on n'est pas à l'époque du play-in encore. Et les Clippers finissent second du coup. Donc ouais, dans la très forte équipe, honnêtement, c'était plus serré que ce qu'on imaginait. Bien sûr. De mémoire, ça annonçait du 4-0 ou du 4-1 dans tous les sens. Et honnêtement, il me semble que moi aussi,
4-1, limite, je signais. Enfin, quand tu vois l'équipe en face, déjà, encore, aujourd'hui, tu pourrais te dire, enfin, tu dis que c'est une belle équipe, mais en 2020, le Kawhi Leonard, Paul George, c'est vrai, c'était quand même super solide, et surtout défensivement, on savait que ça allait gêner nos joueurs. Donc, ce résultat de 4-2, il est vraiment beau. Ouais, alors moi je voulais vous parler de ce match 4 parce que t'en as parlé, Nico, il était assez exceptionnel. Et quand vous disiez que Luka n'était pas très bien entouré, quand on regarde le 5 majeur, donc pour ce match 4, donc là il faut se dire que les Clippers menaient 2-1, donc c'était quasiment un must win, un match must win. Donc là et Porzingis est blessé, donc il ne joue pas. Donc on a Doncic avec Kleber, Tim Hardaway Jr., Dorian Finney-Smith et Trey Burke. Et quand même, quand on regarde les minutes, Trey Burke 37 minutes, Maxi 37 minutes, Tim Hardaway 34 minutes. Enfin, c'est quand même incroyable. Et dans ce match-là, Luka, il fait tout. 45 minutes, comme tu l'as dit, 43 points, 17 rebonds, 13 passes. Et quand on regarde les stats de plus près, on remarque qu'il a fait que 5 lancers francs. Donc, en fait, tous ces points, il les a eus dans la tranchée. Il est rentré dans la raquette. Il a été utilisé. Il a pénétré. Il était extraordinaire. Donc, je veux pas je vais vous demander peut-être plus tard de me dire quels sont les matchs références de Luka, peut-être le top 5. Celui-là, il sera peut-être dans la liste, on verra, mais pour moi, c'était un des matchs les plus incroyables de Luka. Oui, évidemment. De cette époque-là. Pour moi, de la première époque Luka, je pense que c'est clairement un des matchs aussi. De la première époque, c'est les 2 premières années, c'est clairement un match référence. Mais déjà, il y a un shoot de référence aussi. Ah oui, voilà. Alors, en plus, voilà, il faut le scénario, ouais. Vas-y, raconte. On peut faire la fin. Je vous invite à réécouter le générique de l'émission. Si vous tendez bien l'oreille, vous entendez du coup le step back free sur la pomme des Clippers qui fait gagner le match du coup aux Mavs. Et puis c'est les plus beaux ces matchs où quand t'es mené et qu'en fait tu mets un panier qui te fait passer devant. Tu sais, c'est même pas il y a égalité, c'est soit tu perds, soit tu gagnes. Et alors là en plus le step back, on revient à 2-2 alors que comme tu as dit, on vient de perdre Porzingis, donc on est au plus bas mentalement. Porzingis, il sort d'un match, il a été exceptionnel. Hein. Il me semble que les 2 premiers il est mauvais, mais le 3e il plante genre 30 points. Il était meilleur que Luka. Donc c'est vraiment un énorme coup au moral qu'on a pris. Et donc ce match 4, on part clairement sur un 3-1 normalement, enfin sur un 1-3 normalement. Et du coup, aller gagner ce match, et puis voilà, tout le monde était vraiment de notre côté parce qu'on était le petit pousset, tu vois, et c'était un souvenir fou. Et le mieux, peut-être vous vous en souvenez pas parce que vous étiez à Dallas, vous, mais ce match, il était horaire européenne. Donc nous, on est beaucoup à l'avoir vu en direct et c'était totalement fou. Et d'ailleurs, j'ai un doute, mais je suis quasiment sûr que ce match-là, il est en même temps que la finale de la Champions League du PSG, que le PSG y perde. Et je me souviens qu'il y avait beaucoup de followers qui disaient mais c'est le pire et le meilleur jour de ma vie en même temps. Parce qu'ils avaient perdu contre le Bayern et nous on fait ce truc exceptionnel. Donc c'est un dimanche. Et ouais, ce match-là, il est référence dans sa carrière, il est référence aussi dans sa légende pour moi. Tu l'as dit, ce premier match de playoff, Nico, il met 42 points, c'est un truc de fou de mettre 42 points pour ton premier match de playoff. Mais ce buzzer beater, mener ton équipe qui était supposé perdre le match, tu viens de perdre ton co-franchise player, faire ce truc-là, c'est une dinguerie. Il y a pas les mots et c'est dommage limite qu'il n'y avait pas de public là pour entendre tout le monde scander parce que on était supposé être à domicile sur ce match-là. Enfin voilà, clairement un des meilleurs souvenirs. Les 25 points de Trey Burke, plus 17. Toutes les passes de Luka, elles étaient pour lui, quoi. Ouais, le Trey Burke, il était exceptionnel sur ce match-là. C'est notamment aussi grâce aux bonnes passes de Luka, mais de mémoire aussi, on l'appelait Iverson, pas pour rien, parce que sur ces playoffs-là, il nous sort mais d'habitude des tirs, tu sais, quand on parle de probabilité, des tirs rémunérateurs, etc., c'est des tirs pourris qu'il prend. Il est contesté à mi-distance et il met tout. Et aussi, encore une fois, Tim Hardaway a été aussi bien régulier. Il mérite par la suite. Enfin bon, bref, voilà, une belle série. Après, on avait trop donné pour moi. Ce match 4, c'est un peu on donne un peu nos dernières
force dans la bataille. D'ailleurs, le match 5, on se fait éclater, on se prend plus de 150 points dans la tronche, et Luka, voilà, il peut pas tenir à 45 minutes de moyenne par match. Mais voilà, la série, en fait, elle est réussie à partir de ce moment-là. Nos playoffs qui déjà se qualifiaient, c'était réussi. Pour moi, voilà, c'était réussi à 2-2. On savait qu'on visait pas le titre cette année-là. Ouais, après, Quentin, je pense que si effectivement tu as raison, il n'y avait pas de public. Par contre, la télé fonctionnait bien pour tout le monde et les Ouais. regards autour des Mavs et de Luka en particulier vont changer. Pour moi, c'est un moment charnière où les regards sur Luka en disant ah ouais, en fait, il est beaucoup plus fort que ce qu'on pensait. Et là, ça devient un vrai problème pour toute la NBA là. Donc ça change. Effectivement, il n'y a pas le public, c'est bien dommage, mais tu sens, pour moi, c'est un moment charnière. Ses premiers playoffs, oui, il passe pas, mais c'est un moment charnière. Ouais, clairement. Ok les gars, bon, on a fait le tour là de la deuxième saison. Vous avez rien à rajouter? Ben non, parce que j'allais dire les Jeux Olympiques 2020, mais en fait ils ont été reportés, donc non, en fait. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va fermer le premier épisode et puis on va se donner rendez-vous pour la suite dans un petit moment, peut-être la semaine prochaine. Et puis d'ici là, je vous souhaite une bonne semaine. Barn, est-ce que je peux proposer une petite surprise, sucrerie de fin d'épisode? Bien sûr, tu aurais dû me prévenir que tu avais une sucrerie. J'aime bien faire des surprises de dernier moment. Je vais tester vos connaissances. Est-ce que vous savez pourquoi Luka porte le 77? Oui, car la plus grande légende après Dirk Nowitzki des Dallas Mavericks portait déjà le 7 quand il est arrivé. Ouais, alors pourquoi il visait le 7 alors? On va aller plus loin. T'as raison, mais raconte-nous l'histoire complète. Alors, bon, déjà, il visait le 7 de Dwight Powell, que Dwight Powell n'a pas donné. Et le 7, c'est le numéro de son joueur préféré. Et à chaque fois, j'oublie le nom, ça finit par Is. Bravo. Vassilis Spanoulis, c'est ça? Ouais, Spanoulis, Voilà. exactement. Donc, idole absolue de Luka Doncic et de Giannis d'ailleurs. J'ai relu ça aujourd'hui, ça m'a fait rigoler d'ailleurs, parce que vous savez que Vassilis Spanoulis il a été drafté en 2004 à la 50e place, en fin de second tour. Est-ce que vous savez quelle équipe NBA a drafté l'idole de Luka Doncic? Bien sûr que oui, les Kings. Ah non! Là, en fait, j'ai tenté un bien sûr que oui au hasard, tu vois, vu que tu disais, est-ce que vous savez? Bien sûr que non, Nico, personne sait ce genre de truc. Mais vas-y, dis-nous. Non, c'est marrant, c'est les Mavs. Ok, ah non, mais tu vois, je sais pas. Ouais, tu nous aurais pas posé la question si c'était pas les Mavs. Je trouvais ça juste un clin d'œil de l'histoire assez Ah ouais? fantastique. C'était en 2004 en l'occurrence, et c'était par les Mavs, voilà. Donc on est sur, il n'y a pas de hasard. Bon, C'était est-ce que Luka, il garde le 77 ou il repasse au 7 dans un an quand Dwight Powell il sera parti? Il va falloir vendre des maillots à un moment. Je pense que c'est une belle opportunité de vendre plus de maillots. Ouais. D'ailleurs, quel manque d'élégance de Dwight Powell quand même, hein, avec le recul. Ah bon? Dwight Powell, il aurait pu lâcher son maillot quand même. Mais non, c'est un rookie. Le rookie, il arrive, que tu sois numéro 2 de draft ou numéro 30, tu respectes les anciens. Avec tout ce qu'on a dit sur la série de playoffs de cette deuxième année, je pense qu'il aurait pu, peut-être pas quand t'es rookie, mais enfin, depuis, on aurait pu ultérieurement. lâcher un peu. Peut-être qu'ils ont eu la discussion. Ça m'étonnerait pas de Dwight, c'est un bon gars, et peut-être que Luka a dit non, t'inquiète. Peut-être. Bon, désolé, Barn, on divague avec Nico. Pas de problème. On y va. Allez, on ferme l'épisode. Allez, bonne rentrée à tous, ceux qui reprennent. Bon courage. Salut. We'll be right back.